Aujourd'hui, notre analyse technique nous plonge dans une situation assez troublante. On a un silence mécanique absolu. Enfin, disons un silence de combustion. On a un démarreur électrique qui tourne avec une force vraiment brutale, une batterie qui est chargée à bloc, du carburant qui arrive parfaitement jusqu'aux injecteurs, et pourtant absolument aucune explosion. Ouais, c'est le coma artificiel total pour ce moteur. C'est ça. Le moteur de ce véhicule, c'est un Great Wall Floride en l'occurrence, il n'est pas physiquement brisé au sens propre du terme. En fait, il est paralysé de l'intérieur par son propre cerveau électronique. Et c'est un scénario diagnostique qui est vraiment fascinant en fait. L'observation initiale, elle nous montre une machine qui possède absolument toute l'énergie potentielle nécessaire pour fonctionner, mais elle refuse catégoriquement d'initier le cycle thermodynamique. D'accord. Et dans le monde de la gestion moteur moderne, il faut savoir que cette paralysie volontaire, c'est très rarement un simple caprice informatique. C'est presque toujours une mesure d'urgence face à une menace existentielle pour la mécanique. Une sorte de réflexe d'autodéfense, quoi. Et c'est exactement ce mystère qu'on va disséquer aujourd'hui. Cette exploration, elle va nous emmener vraiment au cœur de la relation complexe entre la mécanique lourde et les microprocesseurs. Tout à fait. Et donc, l'objet de notre étude aujourd'hui, c'est un moteur essence, le GW4G15. C'est un bloc de 1,5 litres. Et pour comprendre pourquoi ce moteur refuse de démarrer, on s'appuie sur une documentation technique qui est extrêmement dense. On a le manuel de connexion de son unité de contrôle, le fameux ECU Bosch MEE 7.8.8. Un classique, ouais. Voilà, on a aussi le manuel de service qui détaille toute l'architecture du moteur. Et bien sûr, la clé de l'énigme, c'est une série de 3 codes d'erreur simultanés qui ont été extraits par le scanner. Les fameux codes. C'est ça, le P0122, le P0343 et le P00A. Ouais, et ces 3 codes, c'est pas juste des erreurs aléatoires. Ils offrent une véritable cartographie de la défaillance. En fait, ils racontent une histoire qui commence par une anomalie électronique en surface, mais qui plonge très très vite dans les profondeurs de la pression des fluides et de la friction des métaux. C'est pas juste une liste de courses de pièces à remplacer, quoi. Exactement. L'enjeu, c'est vraiment de comprendre la chaîne de causalité physique qui relie ces 3 codes. On tombe sur un détail assez saisissant concernant cet ordinateur de bord. Pour lire la mémoire profonde de cet ECU sur un établi, brancher un simple câble de diagnostic, ça suffit pas du tout. Non, c'est beaucoup plus complexe. Le manuel exige l'utilisation d'un faisceau spécifique, le F32GN037C ou D, et il détaille une procédure qui ressemble presque à une effraction matérielle. Ouais, le terme est bien choisi. Il faut physiquement dessouder ou au moins retirer une minuscule résistance de surface. Elle est identifiée sous le nom de R0 sur le circuit imprimé. Pourquoi est-ce qu'il faut carrément amputer la carte mère pour qu'elle accepte de livrer ses secrets? Cette procédure, ça illustre parfaitement à quel point la sécurité logicielle de ces calculateurs est rigide. En fonctionnement normal, la mémoire flash interne de l'ECU, donc celle qui contient la cartographie d'injection mais aussi toutes les données brutes des capteurs au moment d'un crash, cette mémoire elle est complètement verrouillée par le microprocesseur. D'accord, c'est blindé. C'est une forteresse numérique en fait. Elle est conçue pour empêcher le piratage ou les altérations dangereuses. Donc en retirant physiquement cette résistance R0, on vient rompre le circuit électrique qui alimente la broche de sécurité du processeur. Ah, on coupe le courant de la sécurité. Exactement. Et privé de ce chemin d'amorçage sécurisé habituel, le processeur bascule automatiquement dans un état de survie fondamental. C'est ce qu'on appelle le boot mode. Le mode de démarrage brut. Voilà. Et ce mode, il contourne complètement le système d'exploitation principal et il ouvre un accès direct, inconditionnel à toutes les données qui sont enfouies. C'est vraiment une extraction de données à cœur ouvert en somme. C'est tout à fait ça. Et une fois que cette communication de bas niveau est établie, le tout premier signal de détresse que le système nous recrache, c'est le code P0122. Le manuel officiel, il le traduit par tension basse sur le circuit du capteur de position du papillon des gaz. Le fameux TPS. Oui, le Throttle Position Sensor. C'est ce petit capteur qui contrôle le volume d'air qui est aspiré par le moteur quand on enfonce la pédale d'accélérateur, c'est bien ça? Ouais, le TPS, il agit vraiment comme le nerf optique du système d'admission en fait. C'est généralement un potentiomètre rotatif très précis et il est fixé directement sur l'axe du volet d'air. Ok. Son rôle, c'est de traduire un mouvement mécanique, donc l'ouverture du volet, en un signal électrique variable. Ouais. Parce que fonctionnement d'un moteur à combustion, ça repose entièrement sur la stoichiométrie. Le ratio air-carburant. Exactement, le ratio parfait entre l'air et le carburant. Le CU, il a besoin de savoir instantanément, au degré près, quelle quantité d'air pénètre dans le collecteur d'admission. Et ça, c'est pour pouvoir commander aux injecteurs de pulvériser la quantité d'essence mathématiquement correspondante. D'accord, alors essayons de visualiser ça avec une analogie. Disons que le capteur TPS serait comme un chef cuisinier qui est d'une extrême rigueur. Pour réussir sa pâte, ce chef doit savoir exactement, au gramme près, quelle quantité de farine est en train de tomber dans son bol. Ouais, c'est une bonne image. Et ça, pour y ajouter le volume d'eau parfait en temps réel. Donc, le code P0122, il nous indique simplement que la balance du chef cuisinier est cassée. Le chef est aveugle. Et la tension basse, ça signifie que le signal envoyé par le capteur s'effondre en dessous du seuil minimum de fonctionnement. C'est ça. Et ce seuil minimum de tension, c'est une donnée vraiment cruciale pour le diagnostic. Habituellement, un capteur TPS, il envoie un signal de retour qui se situe autour de 0,5 volts quand le papillon est complètement fermé, donc au ralenti. D'accord, donc il y a toujours un petit peu de courant. Toujours. Et ça monte progressivement jusqu'à environ 4,5 volts quand l'accélérateur est écrasé au plancher. Ok. Et si ça descend en dessous Si le microprocesseur lit une valeur de, disons, 0,1 volts, il comprend immédiatement que c'est pas une information physique réelle, c'est une défaillance électrique pure. Le circuit est presque à plat. Et ça arrive comment ce genre de panne électrique? Ça se produit très souvent quand on a une coupure physique dans le faisceau électrique à l'intérieur du compartiment moteur. Ou alors, c'est quand le boîtier papillon est tellement saturé par les vapeurs d'huile du carter que ça bloque mécaniquement la course du capteur. Ah oui, l'encrassement. Donc notre chef cuisinier a perdu sa balance et la recette du mélange air-carburant est gâchée. Complètement. Mais là, il y a un truc qui cloche dans la logique globale de notre diagnostic. Même avec un cuisinier aveugle qui n'arrive pas à doser ses ingrédients, le restaurant il ferme pas instantanément ses portes. Pourquoi est-ce qu'un mauvais dosage de l'air, ça forcerait ce moteur à rester dans un coma total? شوفي غادي نحسبوا ما الدرس لدرس غادي نلقوا سي هاد Ah, c'est une excellente remarque. En fait, une défaillance du capteur TPS, même si c'est très sévère pour les performances, ça n'entraîne quasiment jamais un refus de démarrage total. D'accord, donc le moteur devrait au moins tousser. C'est ça. Les ingénieurs de chez Bosch, ils ont intégré des stratégies de repli logiciel. C'est ce qu'on appelle souvent les modes LEMPOM, le mode dégradé quoi. Si l'ECU perd le signal du papillon des gaz, il va tout simplement ignorer le TPS. Il passe sur un plan B? Exactement. Il va utiliser le capteur de pression absolu du collecteur, le capteur MAP, ou le débitmètre d'air, et il va coupler ça à la vitesse de rotation du moteur pour deviner la quantité d'air qui entre. Et ça donne quoi concrètement au volant? Le moteur va très probablement fumer, il va brouter brutalement, consommer énormément de carburant, et bien sûr afficher un voyant
d'alerte rouge au tableau de bord, mais il démarre. D'accord, donc le fait que notre démarreur tourne indéfiniment sans absolument aucune étincelle ne soit produite, ça prouve que l'anomalie respiratoire du P0122, c'est qu'un problème périphérique. C'est juste un symptôme parmi d'autres. La véritable cause du refus de démarrer, elle est ailleurs. Et si la logique de l'entrée d'air justifie pas cette coupure brutale, il faut analyser ce qui orchestre le moment exact de la combustion, et ça nous mène vers le véritable rythme cardiaque du bloc moteur et vers l'analyse de notre deuxième code d'erreur, le fameux P0343. Tout à fait. La gestion de l'air, c'est vraiment secondaire face à la synchronisation pure. Il faut s'imaginer qu'un moteur à 4 temps, ça a besoin d'une chorégraphie temporelle d'une précision féroce. Au millième de seconde. C'est ça. Il faut pulvériser le carburant et déclencher l'arc électrique de la bougie au millième de seconde près, juste avant que le piston n'atteigne le point mort haut de sa compression. D'accord. Et cette synchronisation, elle repose entièrement sur le capteur de position d'Arbracam. Et justement, notre code P0343, il annonce une défaillance critique de ce capteur spécifique. Alors, le code tel qu'il est défini dans le manuel, c'est capteur de position d'Arbracam A, circuit O, pour qu'on visualise bien la pièce, l'Arbracam, c'est ce long cylindre métallique qui est situé dans la culasse, tout au sommet du moteur. Ouais, la partie haute. Il est hérissé de petites protubérances excentrées qu'on appelle les cams. Et en tournant à très haute vitesse, ces cams viennent physiquement enfoncer les soupapes d'admission et d'échappement pour faire entrer l'air et évacuer les gaz brûlés. C'est exactement le mouvement d'un piano mécanique en fait. Voilà. Et l'ordinateur, il doit absolument connaître la position de cet arbre pour savoir quel cylindre est prêt à exploser à un instant T. Exact. Et le capteur d'Arbracam, en général, il fonctionne sur le principe de l'effet Hall ou de la réluctance magnétique. Concrètement, il est positionné à quelques millimètres d'une cible métallique qui est fixée sur l'arbre. C'est ce qu'on appelle souvent la roue phonique. La roue dentée, quoi. Voilà. Cette roue possède des dents. Et chaque fois qu'une dent passe devant le capteur, elle vient perturber le champ magnétique, ce qui génère une petite variation de tension. Et l'ECU, son job, c'est de compter ces variations pour déterminer l'angle exact des soupapes par rapport aux pistons qui sont en bas. Ok, la théorie de la synchronisation magnétique, c'est clair. Mais il y a un détail de nomenclature technique qui m'interpelle ici. Le code précédent, le P0122, du papillon des gaz, il indiquait un circuit bas, ce qui signifie une chute de tension. Ouais. Ce qui est très logique si un fil est coupé ou débranché. Mais ce code P0143, il indique un circuit haut. Comment est-ce qu'un capteur passif, qui est juste encapsulé dans un bloc de résine plastique, peut soudainement générer un surplus de voltage? Ça semble un peu défier les lois de la physique, non? À moins qu'il y ait une source de courant incontrôlée quelque part. C'est une observation très pertinente. C'est vrai que l'électronique automobile, ça obéit à des lois électriques strictes. Quand le scanner annonce circuit haut, l'ECU, il ne mesure pas une énergie magiquement générée par le capteur de nulle part. Ouf, les lois de la thermodynamique sont sauves. Rassurez-vous, oui. En fait, il signale que la tension sur la ligne de retour du signal est bloquée. Elle est bloquée au plafond de son seuil de référence, sans jamais redescendre. Dans la pratique, ce capteur, il agit comme un interrupteur extrêmement rapide. Ok. S'il est alimenté en 5 volts ou en 12 volts, son signal doit pulser, il doit chuter vers 0 volts, puis remonter au passage de chaque dent de la roue phonique. Donc une pulsation claire, comme un électrocardiogramme. Exactement. Et le problème survient si le faisceau électrique est endommagé. Faut pas oublier que les moteurs, ça génère des vibrations intenses, de la chaleur extrême, C'est un environnement hostile. très hostile. Donc si la gaine protectrice du fil de signal fond et que le cuivre dénudé touche directement le fil d'alimentation principal en 12 volts, le circuit se met en court-circuit vers le positif. Ah, d'accord. Et à ce moment-là, l'ECU reçoit un signal constant, plat, de 12 volts. Le fameux rythme cardiaque, il disparaît complètement et il se transforme en un hurlement électrique continu et strident. L'ordinateur est brutalement assourdi. Ce qui soulève une vraie question d'investigation. Qu'est-ce qui provoque cette saturation haute? Bon, un fil fondu, c'est la piste la plus évidente, la plus facile. Mais que se passe-t-il si la source de cette erreur haute, c'est pas un court-circuit, mais un véritable chaos physique? Que se passe-t-il si l'arbre en métal massif à l'intérieur du moteur lutte réellement pour bouger et que ça modifie la distance physique ou la vitesse de la roue phonique face au capteur? Et c'est là qu'intervient notre troisième et dernier code, le P000A, qui vient nous apporter la pièce manquante du puzzle. Et c'est là que ça devient vraiment redoutable en fait. Le code P000A, il fait le pont exact entre la logique logicielle de l'ordinateur et la brutalité mécanique du moteur. La définition, c'est réponse lente de la position de l'Arbracam banc 1. Donc l'ordinateur fait le constat d'une lenteur physique. C'est ça. L'ordinateur constate qu'il a envoyé une commande électrique pour modifier physiquement la position de l'Arbracam, mais que la mécanique a été incapable de s'exécuter dans le laps de temps imparti. Et pour qu'un ordinateur commande un changement de position d'une pièce métallique en plein mouvement, on parle bien sûr du système VVT, le variable valve timing ou calage variable des soupapes. Sur notre fameux moteur GW4G15, la roue dentée qui est entraînée par la chaîne de distribution, elle n'est pas soudée d'un seul bloc à l'Arbracam. Non, elle est mobile. Il y a un mécanisme intermédiaire, un actuateur hydraulique qu'on appelle souvent le déphaseur. Tout à fait. Et le principe de ce déphaseur VVT, ça repose entièrement sur la mécanique des fluides. L'ECU va actionner une électrovanne très précise, l'OCV pour Oil Control Valve, et cette vanne, elle redirige l'huile moteur sous haute pression dans des toutes petites chambres à l'intérieur du pignon de l'Arbracam. C'est de l'horlogerie hydraulique. C'est exactement ça. Et cette pression hydraulique, elle va forcer l'arbre à pivoter de quelques degrés en avant ou en arrière, et ça indépendamment de la roue d'entraînement. C'est vraiment une merveille d'ingénierie. Ça permet d'avancer ou de retarder le moment d'ouverture des soupapes pour optimiser le couple à bas régime ou la puissance à haut régime. D'accord. Donc si on reprend notre concept d'orchestration, c'est un peu comme si le système VVT c'était le danseur étoile d'un ballet particulièrement complexe. L'ECU c'est le chef d'orchestre qui change soudainement le tempo de la musique. J'aime beaucoup cette image. Le danseur, donc l'Arbracal, il doit modifier sa cadence et l'amplitude de ses mouvements presque instantanément. Et le code P00A, il nous indique que notre danseur étoile est en train de trébucher. Il entend le changement de musique, l'ordre de l'ECU, mais ses muscles réagissent avec une lenteur anormale, ce qui le laisse constamment en décalage par rapport à la symphonie des cylindres. C'est tout à fait ça. La grande question c'est pourquoi un mécanisme de précision qui baigne littéralement dans l'huile deviendrait soudainement paresseux. La réponse, elle se trouve justement dans votre expression baignant dans l'huile. Parce que le fluide hydraulique qui donne toute sa force à ce fameux danseur, c'est ni plus ni moins que l'huile de lubrification du moteur. Et les manuels d'atelier, ils isolent des causes très claires pour un code P000A. Lesquels? On peut avoir un actuateur défectueux, un tendeur de chaîne hydraulique qui est fatigué, ou, et c'est le cas le plus dévastateur et ironiquement le plus courant, une accumulation de sludge. C'est cette boue noire et épaisse qui résulte d'une huile totalement dégradée. C'est quand même fascinant de réaliser un système électronique d'une telle complexité algorithmique qui analyse des microsecondes de rotation, il puisse être mis en échec par quelque chose d'aussi banal, d'aussi rustique que de la vieille huile poisseuse parce qu'un propriétaire a juste négligé
obligé de faire sa vidange pendant 2 ans. Ah, mais l'impact de la négligence d'entretien sur ces systèmes modernes, il est massif. L'huile usagée, elle se gorge de particules de suie, de carbure, de carburant brûlé, elle perd complètement sa fluidité et elle se transforme en une substance hyper visqueuse. En fait, elle agit exactement comme du cholestérol dans des artères humaines. D'accord. Et l'électrovanne OCV, qui gère la pression du système VVT, elle possède des passages de fluide qui sont minuscules. Ils sont protégés par des tamis filtrants de la taille d'une tête d'épingle. Donc si la bout d'huile obstrue ces tamis, le débit chute drastiquement. Ah, donc le déphaseur manque alors de pression hydraulique. Le muscle manque de force en fait. Exactement. Le mouvement physique de l'arbre à cam prend un retard considérable par rapport à la commande électrique. Et ce retard modifie de manière totalement chaotique et surtout hors des tolérances prévues la position de la fameuse roue phonique face au capteur. Et voilà, le lien de causalité, il est parfaitement établi là. La lenteur mécanique générée par le manque de pression d'huile, donc notre P00AA, elle pousse la roue phonique à des angles aberrants. Et le capteur d'arbre à cam, il est submergé par des champs magnétiques perturbés et un signal qui ne correspond plus du tout aux algorithmes de l'ECU. Et c'est là qu'il déclenche l'erreur P0343. C'est ça, il déclenche une erreur de saturation. L'alarme électronique, au final, elle est déclenchée par une agression qui est purement physique. La mécanique s'enlise et l'ordinateur de bord crie au secours parce qu'il perd littéralement le contrôle de la situation matérielle. L'investigation de ces 3 codes, elle nous permet maintenant d'avoir une vue d'ensemble sur le système. Il est temps de synthétiser un peu le diagnostic et de répondre à notre question initiale. Pourquoi le démarreur de ce Great Wall Floride tourne-t-il dans le vide? Et c'est là que le manuel de service du moteur devient essentiel. Oui, le manuel du GW14G15 révèle un détail de conception structurelle qui explique parfaitement l'intransigeance de l'ECU. Il s'agit d'un moteur à double arbre à cam en tête, le système DOHC, il est entraîné par une chaîne de distribution en acier, et surtout, c'est ce qu'on appelle un moteur interférent. Et cette notion de moteur interférent, c'est vraiment la clé de voûte de cette paralysie totale. Parce que dans un moteur interférent, la course des soupapes d'admission et d'échappement, quand elle s'ouvre vers le bas, elle croise physiquement l'espace qui va être occupé par le piston quand il remonte vers le haut de son cylindre. D'accord, ils partagent la même pièce mais pas au même moment. C'est ça, ils partagent le même espace, mais à des instants différents de la fameuse chorégraphie. Donc si la courroie ou la chaîne de distribution vient à sauter une dent, ou si le calage VVT devient erratique, comme avec notre problème de pression d'huile, la synchronisation, elle est détruite. C'est le carambolage assuré. Les soupapes peuvent s'ouvrir au moment précis où le piston, qui est lancé à plusieurs milliers de tours par minute, vient percuter le sommet de la chambre. C'est un scénario de destruction totale. Les soupapes en acier sont instantanément tordres, les têtes de piston sont perforées ou même brisées, et la culasse subit des dommages irréversibles. En gros, le moteur s'autodétruit sous sa propre inertie. Ouais, c'est catastrophique. Et donc si on analyse l'impasse mathématique dans laquelle se trouve notre ECU Bosch, avec les données qu'il a à sa disposition, c'est très clair. Le capteur de Villebrequin qui est en bas du moteur lui indique que les pistons montent et descendent à toute vitesse sous l'action du démarreur. Ok, le bas tourne, Mais le capteur d'arbre à cams en haut, avec le code P0343, il renvoie un signal bloqué ou chaotique qui est fortement impacté par la lenteur imprévisible de l'actuateur hydraulique, le P000A. il ne sait plus où sont les soupapes. Voilà, l'ordinateur devient mathématiquement incapable de calculer la position des soupapes par rapport au piston. Donc, si on rassemble un peu toutes nos métaphores pour illustrer le drame qui se joue en ce moment même dans ce bloc de métal, le chef cuisinier est complètement aveugle sur le mélange d'air car sa balance est cassée, c'est notre code P0122. C'est ça. Pendant ce temps-là, le danseur étoile qui gère l'ouverture des soupapes, il trébuche et il perd son rythme à cause de ses articulations qui sont grippées par la bout d'huile. Ça, c'est le P00A et le P0343. Et le metteur en scène de la pièce, l'ordinateur Bosch, il voit ses acteurs sur le point de se percuter violemment sur scène à très grande vitesse. L'intelligence artificielle n'est qu'une seule issue rationnelle en fait. Bah oui, le metteur en scène fait tomber le rideau d'urgence. L'ECU, il entre dans un mode de préservation matérielle absolue. Il coupe immédiatement l'alimentation des injecteurs de carburant et il supprime le signal des bobines d'allumage. L'étincelle est coupée. Le bloc moteur, il est entraîné mécaniquement par le moteur électrique du démarreur, donc il brasse de l'air dans un bruit de machine à coudre, mais aucune combustion n'est autorisée. La technologie refuse de démarrer pour sauver la mécanique de l'anéantissement. C'est vraiment impressionnant. Et ce cas d'étude, c'est une véritable révélation sur l'évolution du diagnostic automobile. Je trouve que ça met bien en évidence le piège dans lequel peuvent tomber les mécaniciens qui se fient uniquement à une lecture de surface. Oh que oui. Parce que face à ces 3 codes, la réaction de première ligne pour beaucoup, ce serait de commander un nouveau capteur de papillon et un nouveau capteur d'arbre à cam sur Internet, de les visser sur le moteur, d'effacer les codes avec la valise et de s'attendre à ce que la voiture démarre au quart de tour. Ce qui résulterait en une perte de temps et d'argent considérable au final. Parce que le remplacement aveugle des composants électroniques, ça ignore complètement la chaîne de causalité. Les capteurs neufs, ils signaleraient exactement la même erreur au premier coup de démarreur. Parce que le vrai problème est toujours là. Le problème fondamental reste tapi dans les profondeurs mécaniques. Le véritable coupable de l'erreur d'arbre à cam, c'est fort probablement pas le capteur lui-même, mais ce défaut de pression d'huile ou ce décalage de la chaîne de distribution qui a lui-même généré le retard hydraulique. Le diagnostic aujourd'hui, il exige de déchiffrer comment une contrainte physique altère un signal numérique. Et cette exploration, elle souligne magistralement cette interdépendance croissante entre le code binaire et la viscosité des fluides. On a suivi le cheminement d'une panne, depuis une simple ligne de code d'erreur sur un écran de contrôle, jusqu'aux artères encrassées du système hydraulique VVVP, aboutissant finalement au blocage d'un processeur Bosch, juste pour sauver un assemblage d'aluminium et d'acier. C'est une belle conclusion. Et d'ailleurs, ça amène une réflexion plus large sur l'avenir de cette discipline, une pensée à explorer bien après la fin de notre analyse. Parce qu'aujourd'hui, l'électronique sert de loupe analytique pour comprendre les défauts de la matière. Oui, l'industrie connaît en effet une métamorphose qui va bouleverser tous ses fondements d'investigation. Les capteurs et les calculateurs, ils nous racontent l'usure de l'acier, le grippage des roulements et la détérioration de l'huile. L'erreur informatique, c'est un peu la voie de la souffrance mécanique. Mais l'industrie automobile mondiale entame une transition hyper accélérée vers le véhicule entièrement électrique. Ces architectures éliminent de facto l'arbre à cam, les chaînes de distribution complexes, les actuateurs hydrauliques et même l'huile moteur qui crée cette fameuse boue. C'est une nouvelle ère, c'est sûr. Et lorsque les poumons et le cœur battant du moteur à combustion disparaîtront, est-ce que la nature même de l'enquête technique risque pas de s'en trouver irrémédiablement aseptisée? Si les tolérances des fluides et le fracas des soupapes s'effacent, est-ce que le diagnostic se réduira à une simple lecture de résistance de cellules au lithium et d'analyse de lignes de code? هذه هي خاوتي باش تفهموك باللي هاد الجريت وول كانوا فيها 3 تاع المشاكل ميديكاليا
والبابيون والكابتر فيها ماشي. Perdrons-nous définitivement cette réalité viscérale où le diagnostic exige de plonger les mains dans la graisse, d'analyser la friction des métaux et d'écouter la symphonie d'une explosion parfaitement chronométrée? C'est une image à garder en tête la prochaine fois qu'un témoin de défaillance s'allume sur un tableau de bord. La machine tente de raconter une histoire extrêmement complexe, mêlant lois logicielles et limites physiques. Il ne tient qu'à l'humain de savoir écouter la véritable origine de ces mots. Une super leçon. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent vraiment plonger dans les détails et voir ce genre de diagnostic étape par étape, je rappelle qu'il ne faut pas hésiter à aller voir et s'abonner à la chaîne Ben Brahim Afsah El Moharrek pour découvrir tous les secrets du vrai diagnostic automobile. Oui, c'est une mine d'or d'informations pratiques et réelles.